Une invasion de lapins. À l'approche de Pâques, la Migros de Marin, près de Neuchâtel, semble s'être transformée en cuniculture. Un marché que le géant orange croque à pleines dents. Le chocolat de Pâques, c'est le seul assortiment qui supplante Noël. Noël, c'est généralement la période la meilleure pour le chiffre d'affaires. Et bien là, pour le chocolat, c'est Pâques. C'est clair que le lapin prend la part principale. C'est l'essentiel de l'assortiment. Il n'a pas été supplanté par la poule, il n'a pas été supplanté par Calimero. Il reste quand même le chocolat de Pâques. L'essentiel des lapins vendus à la Migros provient de leur propre industrie. Delica, qui produit Fry, produit environ 6 500 000 lapins de Pâques chaque année. Ça veut dire que si vous ajoutez les autres marques, on arrive pratiquement à la population suisse, quoi. Tous les industriels que nous avons contactés le confirment. La production de lapins de Pâques commence en automne. La production lapin de Pâques, elle commence en octobre chez Delica et puis elle va finir fin janvier. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ne produit pas en flux tendu, parce qu'on sait à peu près durant ces 8 semaines de Pâques qu'est-ce qui va être consommé et ce dont on a besoin. Et comme ça permet vraiment de préparer la production, de préparer la présentation et puis le jour où ça commence, on a assez de produits pour répondre à la demande. C'est intéressant, vous parlez de 8 semaines de Pâques. Pour vous, à la Migros, Pâques, ça dure 8 semaines? Alors c'est vrai, c'est un peu comme Noël, on a toujours l'impression que ça vient trop tôt. Dès que les premiers lapins arrivent, c'est waouh, c'est déjà Pâques. Mais c'est vrai que ça arrive à peu près toujours en même temps. C'est-à-dire que quand il commence à faire beau, fin février, soudainement, les gens pensent « Ah tiens, c'est bientôt la fin de l'hiver, c'est bientôt le printemps, qu'est-ce qu'on fait à Pâques ?» Et il y a beaucoup de clientes et de clients qui se réjouissent alors de retrouver, c'est vrai, la décoration de Pâques, les premiers lapins, et puis pouvoir se préparer à ce moment important dans l'année. Est-ce que les lapins de Pâques, ce sont des anciens Père Noël au chocolat qui ont été refondus? Ça, c'est la question qui tue. Non, il n'y a aucun Père Noël qui est refondu en lapin de Pâques, il n'y a aucun lapin de Pâques qui finit en Père Noël. Tout est vendu. En fait, dans le chocolat, c'est vraiment l'endroit où il n'y a pas de perte alimentaire parce que vous avez des actions. Dès qu'arrive le mardi après le lundi de Pâques, tout ce qui reste est vendu en action à 50% ou 75%. Et puis tout le monde est content. Et vraiment, sur le chocolat, il n'y a pas de perte. Pour Pâques, le délicieux chocolat Lindt. Le lapin de Pâques le plus connu au monde, c'est certainement celui-là, le lapin or de Lindt. Créé en 1952, il s'en écoule aujourd'hui quelques 170 millions d'exemplaires à travers le monde. Un symbole pour la multinationale suisse et un produit très stratégique, comme nous l'explique le PDG lors de sa conférence de presse annuelle. Ce n'est pas notre vache à lait, mais je dirais que sur le plan émotionnel, c'est l'un de nos produits emblématiques. C'est un produit avec lequel de nombreux jeunes consommateurs entrent en contact avec Lindt pour la première fois de leur vie. Si vous trouvez un tel lapin doré dans votre panier de Pâques, c'est un souvenir d'enfance qui vous restera. Bien sûr, ce n'est pas une vache à lait, c'est un produit qui ne se vend que 4 ou 5 semaines par an. Sur cette période, c'est en effet notre article le plus fort. Seulement, le lapin or du maître chocolatier suisse n'est pas fabriqué au pays, mais en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. Ça s'explique par des raisons historiques. Ce lapin a été développé en Allemagne et vous savez, nous sommes une entreprise internationale avec des racines suisses. Mais la pâte de chocolat, c'est-à-dire la pâte de cacao, vient de Suisse. Et c'est avec la recette suisse que le lapin est fabriqué à l'international. Il a donc le même goût que tous les produits que vous connaissez et aimez en Suisse. En Suisse, rares sont les chocolatiers à toujours produire des lapins de Pâques de manière industrielle. En 2018, Pfister a transféré sa production en Alsace, quand d'autres grands noms du chocolat, comme Camille Bloch ou Caillé, ont carrément laissé tomber l'affaire. Nous avons décidé de cesser la production de lapins de Pâques Caillé en 2019. La raison principale est que les coûts de production et les prix à la consommation étaient trop élevés pour le marché hautement concurrentiel des lapins de Pâques, qui est dominé par des produits de marque propre vendus à bas prix. Vous l'aurez compris, au pays du chocolat, les gros producteurs de lapins de Pâques ne courent pas les rues. Mais tels d'infatigables chasseurs d'œufs, nous avons fini par en trouver un sur les rives du lac de Constance, à Kreuzlingen.
Chocolat Bernheim produit environ 1,5 million à 2 millions de lapins par an. Et bien sûr, de nombreux petits articles en plus. Chez Chocolat Bernheim, nous avons environ 80 articles pour Pâques. Et nous les produisons dans une trentaine de formes différentes. Leur café boutique est rempli de chocolat de Pâques. Mais il ne faut pourtant pas s'y fier. Là n'est pas l'essentiel de leur activité. Pâques est pour nous un marché important, mais très petit. Nous vendons beaucoup plus de tablettes, de chocolat et de barres de chocolat. Les produits de Pâques représentent moins de 5% du chiffre d'affaires total. Si Bernheim est toujours actif sur ce marché et peut produire jusqu'à 4500 lapins par heure, c'est probablement grâce à leur machine acquise en 1965. Nous sommes bien équipés avec nos machines. Et les autres, s'ils devaient se lancer là-dedans, devraient peut-être investir. Et cela nécessite de grandes installations très chères. Et là, pas sûr que l'on puisse amortir ces investissements. Dans ces conditions, les industriels suisses ne se bousculent pas pour produire les stars de Pâques. Des lapins au chocolat fabriqués à l'étranger, comme beaucoup d'autres chocolats emblématiques de la Suisse. Lindt produit par exemple le tiers de son assortiment vendu ici, hors de Suisse. Et bientôt, c'est Toblerone qui sera en partie fabriqué en Slovaquie. Bonsoir Olivier Girardin. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez le patrimoine culinaire suisse. Alors forcément, le chocolat, il est inscrit au registre officiel de notre patrimoine culinaire. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces délocalisations de l'industrie chocolatière? C'est vrai que voilà, on a un savoir-faire qui est suisse, et puis de voir effectivement qu'une partie de la fabrication part à l'étranger, on a un peu du mal d'accepter cela, parce qu'effectivement ce savoir-faire s'en va. Donc on a une industrie du chocolat qui remonte effectivement au 19e siècle, et puis ça me semble important que ça reste en Suisse, que ses racines restent aussi en Suisse. Ça permet aussi d'assurer un suivi, puis un contrôle aussi sur la production, puis la provenance aussi du chocolat, du cacao qui est utilisé aussi pour cette fabrication. C'est un petit bout de notre identité qui s'en va aussi. Alors le risque, oui, c'est un petit bout de notre identité, puis c'est aussi peut-être ce souci aussi de perte de contrôle au niveau de la traçabilité, parce qu'à la fin, je pense que ça c'est un point pour moi qui est essentiel, c'est qu'en tant que consommateur, on puisse suivre aussi l'ensemble de la filière, de la production, du champ de cacao jusque finalement sur notre table, et ça c'est un point important à avoir à l'esprit. Et puis c'est vrai que dans ce domaine, il y a une démarche par exemple de plateforme suisse du cacao durable, et puis qui réunit un peu les différents acteurs. Donc c'est bien que ces acteurs se retrouvent et puis qu'ils puissent aussi s'engager au niveau de la production sur toute la filière. Oui, traçabilité qui n'est pas toujours évidente quand même du point de vue du consommateur dans le domaine du chocolat. À propos maintenant des entreprises suisses qui délocalisent une partie de leur production, est-ce qu'elles sont suffisamment transparentes à votre avis là-dessus ? Alors c'est peut-être difficile pour moi de me prononcer parce que je ne connais pas non plus tout leur processus aussi de fabrication, mais c'est sûr que quand elles sont, des entreprises qui sont en Suisse, qui jouent le jeu aussi finalement des emplois en Suisse sur toute la filière, je pense que c'est plus facile aussi pour le consommateur d'avoir une meilleure visibilité à ce niveau-là, quoi. Alors, il y a évidemment une logique économique derrière ces délocalisations. Fabriquer en Suisse, ça coûte cher. Quels sont aujourd'hui les arguments de chocolat Swiss Made ? Or, les arguments, pour moi, effectivement, le fait que ça soit suisse, qu'on ait ce label suisse, assure une qualité, assure aussi finalement un savoir-faire, et puis permet aussi d'assurer aussi la provenance aussi de la matière première, et ça c'est vraiment un plus. Puis c'est finalement aussi des emplois qu'on a aussi en Suisse. Donc pour moi ça c'est une réelle plus-value. Et puis dans les ingrédients, au-delà du cacao, on a aussi le sucre, on peut aussi avoir le lait. Donc aussi d'avoir un lait qui vient de la Suisse, c'est aussi un symbole important aussi de notre production. Très brièvement encore, on voit aussi que les consommateurs suisses mangent de moins en moins de chocolat suisse. Est-ce que là, pour vous, c'est un problème ? Alors c'est sûr que c'est un problème si finalement si le choix de chocolat suisse se réduit, on peut que les inviter à être attentifs justement à ce qu'ils retrouvent aussi la croix suisse aussi sur leurs produits, et puis de veiller aussi à cela. Puis peut-être au-delà des chocolats de masse aussi de s'intéresser peut-être aussi au chocolat artisanal qu'on retrouve dans bon nombre aussi de chocolateries ou de pâtisseries, puis d'être attentif aussi à cela. Et puis de veiller aussi à favoriser, à privilégier ce type de chocolat. Chocolat artisanal qui quand même, en termes de prix, est nettement supérieur au chocolat industriel. Merci beaucoup pour vos explications, Olivier Girardin. Très bonne soirée à vous.
Et on revient à nos lapins maintenant avec un peu d'histoire pour expliquer pourquoi ils pointent leur museau à Pâques. Pourquoi mange-t-on des œufs et des lapins au chocolat à Pâques? Tout comme le lundi de Pâques célèbre la résurrection du Christ, l'œuf de Pâques est un symbole de renaissance. Dans l'Antiquité déjà, Égyptiens et Romains notamment s'offraient des œufs pour célébrer le retour du printemps. Au IVe siècle après Jésus-Christ, l'Église interdit la consommation d'œufs durant Carême. Or, les poules continuent de pondre, les œufs s'accumulent, et pour qu'ils ne pourrissent pas, on les cuit et on les décore. Au XVe siècle, les Européens découvrent l'Amérique puis les fèves de cacao. Au XIXe siècle, des artisans confectionnent des œufs en chocolat. Et le lapin dans tout ça? En Allemagne et dans les pays anglo-saxons, celui qui ramène les œufs, c'est le lièvre, symbole de fertilité. L'animal est d'ailleurs l'emblème d'Éostre, une divinité germanique liée au printemps et à la fécondité. En France, on a préféré au lièvre la figure du lapin, car plus petit, plus compact et jugé plus mignon. Voilà pourquoi on mange des lapins à Pâques. Et ces lapins tout mignons, eh bien, on va aller voir comment ils sont fabriqués. Maintenant, direction Fribourg, dans les locaux de Chocolat Villars. C'est dans le canton de Fribourg, en 1901, qu'a été fondée une des plus emblématiques chocolateries de Suisse romande, Villars. Aujourd'hui, ces produits sont vendus dans 60 pays à travers le monde. Ici, on produit du chocolat de A à Z, de la fève à la tablette. Les fèves de cacao sont d'abord torréfiées, nettoyées et concassées pour obtenir le gruet. Celui-ci est ensuite mélangé avec du sucre et du lait pour obtenir une poudre qui sera ensuite brassée dans des conches entre 20 et 60 heures afin de lui faire dégager toute la subtilité de ses arômes. Noir, au lait, blanc ou avec des noisettes, le chocolat continue sa vie dans différentes recettes. Il finit soit en tablette, prêt à la consommation, soit en chocolat de couverture, c'est-à-dire destiné à être retravaillé par des artisans chocolatiers. Et ces chocolats qu'on livre aux professionnels, eh bien, va servir pour faire des moulages, notamment les moulages de Pâques, mais également des intérieurs, des ganaches, des mousses, moult différentes choses. Et c'est ce chocolat-là, de couverture, que nous livrons aux professionnels, que nous utilisons pour faire nos lapins, que ce soit en noir, en lait, en blanc ou en blanc. Chez Villars, on en trouve des machines pour fabriquer en masse du chocolat et des tablettes. Par contre, l'entreprise ne possède pas d'installation pour produire des lapins de Pâques à échelle industrielle. Il faut à un moment donné choisir ses combats, hein. C'est une histoire de business model, donc nous on a fait ce choix-là, de dire à un moment donné, voilà, on a toute une gamme de produits qu'on vend à la grande distribution, eh bien, les tablettes de chocolat, nos boîtes au métal, les têtes au choco. Et pour cette production de lapins, eh bien, dit industrielle, eh bien, on a des concurrents qui font ça très bien. Nous, encore une fois, on veut rester focusé sur une production artisanale et vendre de la matière première aux artisans, que eux puissent également, eh bien, fabriquer ces moulages de manière artisanale. Et en plus de ça, de manière industrielle, on n'est pas équipé pour faire ce travail. Résultat, à Pâques, c'est donc une basse-cour artisanale de 11 000 lapins et poules en chocolat qui investit leurs 2 boutiques. Et c'est dans un petit atelier artisanal que ces chocolats prennent forme chaque année dès le début du mois de février. La première étape, ce sera de tempérer le chocolat. Donc le tempérage, ça se fait à la machine ou à la main. C'est simplement pour que le chocolat soit beaucoup plus brillant, qu'il ait un aspect aussi craquant. Ensuite, la deuxième étape, ce sera de décorer. Donc on décore également à la main avec un cornet. On fait les yeux en noir, tous les petits décors en blanc. Les moules sont refroidis dans une autre pièce pour que les traits du lapin durcissent. Ainsi, ils se maintiennent quand le chocolat au lait est versé dans les formes. L'étape suivante passe par une drôle de machine, une sorte de carrousel pour lapin au chocolat, le planétaire. C'est la machine qui nous sert à uniformiser le chocolat dans le moulage, qui permet justement que l'épaisseur du chocolat soit pareille partout. Et là, cette étape, ça dure combien de temps ? Ça dure, dépend la grosseur du moulage, ça peut durer entre 10 à 20 minutes.
Puis vient l'étape sensible du démoulage, dont certains ne sortent pas indemnes. Alors malheureusement, il arrive que parfois il y ait quelques casses lors du démoulage. Là, c'est du fait que le chocolat était un petit peu trop fin dans les oreilles. Donc simplement, on va le refondre et comme ça, il n'y aura pas de perte pour nous et également pour le consommateur. Et il sera recréé à l'aide du chocolat fondu. C'est à peu près combien de pourcentage de lapins qui subissent ce destin ? À peu près 5%. Une production artisanale qui a un coût. 10 francs 50, le lapin de 125 grammes. Il y a le coût et puis il y a le goût. On va en parler avec notre dégustation. Dans l'assiette ce soir, 8 lapins achetés en grande surface, tous en chocolat au lait. Quel est le meilleur verdict ? C'est à l'école professionnelle de Montreux que nous avons organisé notre dégustation. 8 lapins au chocolat au lait de production industrielle attendaient 5 dégustateurs. Marc Schmider, enseignant et doyen de la filière boulangerie, pâtisserie, confiserie à l'école professionnelle de Montreux. Sacha Malka, propriétaire d'une plateforme de vente de chocolat. Floriane Bess, spécialiste et animatrice d'événements autour du vin. Lise Lucas, organisatrice d'événements liés au chocolat à Genève. Et David Pasquier, artisan chocolatier basé en Valais. Ces 8 chocolats ont une teneur minimum en cacao très similaire. Elle oscille entre 30 et 34%. Tous ces lapins pèsent entre 200 et 280 grammes et coûtent entre 3 francs et 7 francs 80 pièces. Dans la plus pure tradition d'ABE, la dégustation s'est faite à l'aveugle. Nous avons cassé les figurines et sélectionné quelques fragments de chocolat au lait que nous avons déposés sur une coupelle. Nous avons anonymisé chaque lapin par un numéro. À chaque service, les experts n'ont jamais examiné les mêmes fragments de chocolat en même temps pour ne pas être influencés. La note maximale est de 10 points. Chaque chocolat est jugé sur 4 critères: l'aspect visuel, l'odeur, la texture et le goût, dont la note pèse davantage sur le résultat final. Un bon lapin, pour moi, il doit être beau déjà, donc il doit être brillant, il doit donner envie, il doit être cassant, il doit être fondant en bouche, et puis il doit être légèrement sucré, sans trop non plus. On doit quand même sentir ce cacao quand même en arrière-goût. J'aime bien quand il y a un jeu de texture, donc on va partir sur quelque chose qui va croquer sous la dent, et doucement ensuite il va fondre et venir napper la langue, le palais, pour laisser le côté lacté sortir. Et donc c'est vraiment le lait qui va jouer un grand rôle. Assez parlé, place au classement. 8e et bon dernier, avec une note de 3,96 sur 10, le lapin de chez Aldi. Prix au kilo, 17 francs 45. Si j'avais fermé les yeux, je sais même pas ce que je mangeais en fait. Il y avait un goût très, très bizarre que j'arrive pas à définir. Peut-être une très mauvaise vanille de synthèse. Il faut bien comprendre que la vanilline, on met ça dans le chocolat, c'est pour cacher la médiocrité des fèves. D'un point de vue gustatif, ce n'est pas un chocolat très intéressant. Et là, pour moi, celui-ci n'était pas un moment où j'ai eu du plaisir à le déguster. Quand on casse le chocolat et qu'on sent tout de suite, il n'y avait pas d'odeur. C'était presque inodore. Quand je l'ai eu sous les yeux, j'ai vraiment eu ce choc. Donc il y avait visuellement des points blancs, il était gris. Donc ça, c'est vraiment un problème de fabrication. Qui s'est ressenti du coup à la texture, donc quelque chose qui était friable, pas cassant. Et puis une structure très sèche en bouche, vraiment peu agréable. Et un goût très sucré aussi, et une mauvaise amertume, quelque chose qui reste en bouche et qui est très fort, très astringent. En 7e position, le Chicot de Frais obtient la note de 4,92. Son prix au kilo est de 27 francs 90, soit 2 fois plus cher que le lapin de la Migros, 12 francs 50 le kilo. Il est classé 6e avec 4,96 points. À la 5e place, le modèle Amore de Coop récolte 5,26 points.
À 37 francs 50 le kilo, c'est le plus cher de notre sélection. 3 fois moins cher, à 12 francs 50 le kilo, le super prix de Coop. Il obtient 5,3 points et la médaille en chocolat. Par rapport aux autres chocolats, effectivement, c'est celui qui était le plus brillant au niveau du visuel. Et il y avait un côté un petit peu fumé boisé qui m'a surpris, mais avec des notes de fruits noirs aussi. Je trouvais très équilibré, mais encore plus explosif au niveau de la bouche, avec une texture qui était hyper fondante et une très belle longueur. Donc une fois qu'on n'avait plus de chocolat en bouche, on avait quand même encore des arômes qui restaient, qui étaient vraiment super. Pas granuleux, très soyeux, et voilà, j'ai bien aimé ce chocolat. C'est vrai qu'il avait une odeur particulière. Ce qui m'a surpris après avec le goût, c'est qu'il avait une odeur un peu de vieux chocolat, j'ai trouvé. Mais le goût était meilleur que l'odeur. Mais voilà, le goût était meilleur que l'odeur, justement surprenant. Ouais. Troisième, le modèle Freddy de la marque Favorina, acheté chez Lidl. Il obtient la note de 5,46 points. Prix au kilo, 27 francs 04. À la deuxième place, le lapin or de Lindt. À 34 francs 50 le kilo, c'est aussi le deuxième plus cher de notre dégustation. Il était fondant en bouche, avec persistance, ce goût de cacao, bon, bien sûr de lait et de sucre, mais qui laisse après une bouche propre, sans arrière-goût. Une fois que le sucre passe, j'ai découvert des notes qui m'ont plu et qui étaient surtout, moi, ce qui me rappelle une acidité peut-être de baie. Enfin, vainqueur avec 7 points, le lapin Flora de Bernrein, acheté chez Allegro. À 12 francs le kilo, c'est aussi le chocolat le moins cher de notre classement. Il m'a plu au niveau de l'aspect, donc brillant. On voit qu'il avait une belle épaisseur, donc à manger c'était agréable. Et il avait une légère odeur de cacao quand même qui ressort, légèrement sucrée, un petit peu amère mais pas dérangeante. Et puis une structure bien fondante, bien cassante en bouche, donc vraiment agréable, plutôt agréable à manger. Un chocolat qui était un petit peu plus brillant que les autres, qui se cassait bien, c'était propre. Il fondait bien en bouche, on avait une jolie texture. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en le mettant en bouche, on a vraiment tout de suite une attaque qui est très agréable. On a vraiment un côté cacao qui ressort tout de suite. Ce côté cacao qui est vraiment présent par rapport à un chocolat au lait, c'est quand même intéressant. Et ce qui est important, c'est l'équilibre. Et en fait, quand toute cette rondeur offerte par le sucre et le lait passe, on a la petite acidité, la petite pointe de cacao, l'amertume qui nous fait penser à la cabosse, aux fruits des tropiques. Bilan général sur l'ensemble de ces chocolats au lait industriel. Pour arriver à des prix bas, ce qu'il faut, c'est du sucre. Très souvent, ce qu'on retrouve dans un lapin lait industriel, c'est avant tout le sucre. Pour vous, le public cible de ces lapins, c'est qui? Alors c'est clairement les enfants, pour moi. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très sucré, où on va pas rechercher justement ce côté cacao que les enfants aiment moins. Et du coup, on le ressent aussi que on n'est pas dans de la dégustation de chocolat, on est vraiment dans de la consommation plutôt. Et après le chocolat suisse fabriqué à l'étranger, l'autre symbole national qui vacille, c'est évidemment la banque. Alors vous avez vu, lu, entendu beaucoup de choses sur Crédit Suisse. Ce soir, on va vous donner quelques conseils tout à fait pratiques. Bonsoir Yves Genier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Mon Argent, qui est donc une publication de Bon à savoir. Alors, au-delà du cas Crédit Suisse, on entend beaucoup parler en ce moment de cette garantie de 100 000 francs pour l'épargne. Si j'ai un petit peu plus d'argent, est-ce que ça veut dire que j'ai intérêt à le placer dans 2 établissements différents? Ça, de toute façon. Quel que soit le montant que vous ayez, la règle de base, c'est diversifier. Mettez dans au moins 2 établissements bancaires ou autres, voire plus, si vous en avez la possibilité ou les moyens. Mais ne laissez pas tout auprès de la même banque. Et au-delà de ce principe, ce sage principe de base, en termes de couverture, si j'ai 100 000 francs dans un établissement et 100 000 dans un autre, ils vont être les 2 garantis. Absolument. Donc la loi prescrit aux banques de s'organiser, donc elles sont organisées en forme d'association qui s'appelle ESI Suisse, et cette organisation garantit les dépôts, les comptes en banque, pardon, pas les dépôts, les comptes en banque, de jusqu'à 100 000 francs par client
est par banque. Vous avez 100 000 francs dans la banque A, vous avez 100 000 francs dans la banque B, chacun sous votre nom. Les 200 000 francs sont garantis. Vous avez les 200 000 francs dans la même banque, que seulement 100 000 francs sont garantis. Vous avez 100 000 francs auprès de la même banque, répartis entre plusieurs comptes. Ces 100 000 francs sont garantis. Si vous avez 120 000 francs, les derniers 20 000 francs ne sont pas garantis car tous ces comptes sont sous votre propre nom. Alors, un domaine dans lequel on peut avoir potentiellement pas mal de sous, c'est celui des retraites. Si on a un deuxième pilier avec un compte de libre passage ou si on a un troisième pilier constitué auprès d'une banque, là, quelle protection est-ce qu'on a ? Alors, pas celle des e-Suisses. Donc, vos avoirs ne sont pas garantis, ne sont pas couverts par la limite des 100 000 francs. Ces avoirs font partie de la masse en faillite de la banque. Une banque tombe en faillite, on va établir les comptes, savoir ce qu'elle doit aux créanciers, ce qu'elle a et qu'elle pourra redistribuer à ses créanciers. Normalement, elle doit détenir plus d'actifs que ce qu'elle doit à ses déposants. Reste à voir si elle peut effectivement le faire. Ensuite, ces choses-là prennent du temps. Il faut vendre des bâtiments bancaires et des choses comme ça. Mais ça veut dire, effectivement, vu que ça ne semble pas très sûr quand on entend ça comme ça, est-ce qu'il y a un moyen, en tant que client, de mettre mon argent, mon deuxième pilier, mon troisième pilier, dans quelque chose de plus sûr ? Alors, une formule qui peut être pas mal, mais qui n'est pas exempte de risque non plus, c'est de passer par la fondation, c'est-à-dire la fondation de libre passage pour le deuxième pilier, les fondations de troisième pilier, ou tout simplement par les comptes de dépôt. Alors là, on sort du système du troisième pilier. Pour le deuxième, il n'y a pas de choix. De toute façon, vous devez passer par un compte de prévoyance. On va dire un mot encore des hypothèques. Alors évidemment, si j'ai une hypothèque, c'est moi qui dois de l'argent à la banque, mais enfin, en cas de problème, si j'ai envie de changer rapidement d'établissement bancaire, est-ce que c'est possible ? Alors, vous avez signé un contrat, ce contrat est valable jusqu'au terme, que la banque soit mise en faillite ou non, vous devez donc honorer ce contrat. Si vous voulez mettre un terme à ce contrat avant le délai, vous devrez vous acquitter de pénalités. Autrement dit, tous les intérêts que vous aurez dû payer jusqu'à l'échéance du contrat, vous devrez les payer d'un coup, peut-être un peu moins selon les modalités du contrat. De toute façon, la solution vous coûtera très cher. Donc ce n'est pas avantageux de vouloir changer dans la précipitation au niveau de son hypothèque. Surtout pas. Merci beaucoup Yves Genier pour toutes vos explications. Je précise encore que vous êtes l'auteur également de ce livre, Scandale chez Crédit Suisse, quand les banques perdent la tête, aux éditions Attinger. Très bonne soirée à vous. Merci. Et pour ceux qui, avec tout cela, envisageraient de changer de banque, eh bien, mieux vaut comparer les conditions offertes par les différents établissements de la place. Malik Melli et nos collègues de Kassensturz ont fait l'exercice. En ces temps décidément bien troublés pour les banques suisses, lesquelles faut-il choisir pour y déposer notre argent ou nos petites économies ? Benjamin Mans est directeur de la plateforme Moneyland. Dans le métier depuis 10 ans, il a une bonne vue d'ensemble des comptes bancaires en Suisse. Il y a de grandes différences de coûts et de frais. Par exemple, pour les frais de carte, les frais de tenue de compte, les retraits d'argent liquide sont souvent facturés. Même pour les transactions et les achats à l'étranger, on doit payer des frais parfois très élevés. En se basant sur des profils types, il va calculer pour nous les frais et les intérêts proposés par les différentes banques. Prenons d'abord l'exemple d'une utilisatrice adulte qui dispose d'un montant de 10 000 francs. La cliente effectue des paiements et des ordres permanents dans la banque en ligne. Elle paye en Suisse avec une carte de crédit et retire de l'argent liquide aux distributeurs de billets étrangers. Elle utilise aussi occasionnellement sa carte de débit à l'étranger pour payer et retirer de l'argent. Les différences entre les banques suisses sont très importantes. Chez la néobanque You, la cliente reçoit 66 francs 35 par an, pour autant qu'elle conserve l'argent sur le compte pendant 5 ans. Chez la banque en ligne ZAC, c'est 30 centimes. Dans toutes les autres banques analysées, elle paiera des frais. Chez Néon, 8 francs. Toutefois, dit la banque, si elle déplace l'argent uniquement en interne, elle touchera plus d'intérêts. Néon serait alors deuxième. La première banque cantonale, celle de Fribourg, est 6e. La BCV est 8e, la BCG 12e et la Banque cantonale du Valais 15e. Les plus chers sont le Crédit Suisse et la Raiffeisen pour les non-membres, qui va coûter 173,50 francs par année. L'expert Benjamin Mans établit un deuxième profil type pour des personnes qui utilisent leur compte et leur carte de manière plus intensive. Prenons un compte privé pour une utilisatrice fréquente avec un montant de 25 000 francs.
La cliente type effectue les mêmes transactions, mais plus souvent, et elle voyage aussi plus souvent à l'étranger. Ici aussi, les différences sont importantes. C'est encore avec la néobanque You que l'utilisatrice s'en sort le mieux puisqu'elle va gagner 140 francs. Zach, plus 10 francs. Toutes les autres vont lui coûter de l'argent. Troisième place pour Néon, moins 32 francs. Ici encore, la Banque cantonale de Fribourg est bien classée. 5e position. La BCV et la Banque cantonale de Genève sont 11e et 12e. La Banque cantonale du Valais est avant-dernière. Et comme dans le classement précédent, c'est la Raiffeisen pour les non-membres qui ferme la marche. Si vous maîtrisez Internet et que vous savez utiliser un smartphone, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil à une néobanque, car les coûts sont souvent nettement inférieurs à ceux d'une banque classique. Cela peut donc valoir la peine d'essayer au début pour voir si ça marche et si vous êtes satisfait. Passons maintenant au compte d'épargne. Avec la hausse des taux d'intérêt, les banques recommencent, très timidement, à verser quelques intérêts sur les comptes. Qu'en est-il de la comparaison ? Cela vaut-il la peine de changer de banque ? Il y a de grandes différences de taux d'intérêt sur les comptes d'épargne. Il vaut toujours la peine de comparer et éventuellement de changer ou d'ouvrir un compte supplémentaire. On prend l'exemple d'un compte d'épargne garni de 50 000 francs. Les résultats sont très intéressants pour les épargnants. Selon la banque, on peut gagner plusieurs centaines de francs par an. Les épargnants qui font la meilleure affaire sont ceux de la banque Valiant. Après un an, ils gagneront 324 francs. À nouveau très bien placé, deuxième, la Banque cantonale de Fribourg, plus 302 francs 40. Plus loin, la Banque cantonale valaisanne est cinquième. Sa sœur vaudoise arrive 9e et fermant la marche ex aequo, l'UBS et la BCG avec seulement 50 francs et 10 centimes gagnés en une année. Conclusion sur les comptes d'épargne. S'ils ont plus que 50 000 francs sur leur compte d'épargne, cela peut vite représenter plusieurs centaines de francs par an, voire plus de 1000 francs par an. Cela vaut donc vraiment la peine de comparer les offres des différentes banques et ne pas hésiter à en changer si nécessaire. À noter encore qu'au niveau des comptes épargne, il faut aussi regarder à quelles conditions vous pouvez retirer vos avoirs. Il y a parfois quelques barrières. Voilà pour ce comparatif réalisé par moneyland.ch. Le détail des résultats est disponible en scannant le QR code qui s'affiche en ce moment ou via notre site abe.ch. C'est là que vous trouverez aussi les prises de position des banques qui ont réagi à ce comparatif. Et le temps maintenant de retrouver la chronique conso d'Elisa Cacharo. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc, c'est bientôt Pâques. Qui dit Pâques dit congé, dit souvent petite escapade. Et c'est l'occasion de se pencher sur la politique de bagages de la compagnie EasyJet. C'est ça. Donc pour rappel, ça fait 2 ans que la compagnie a changé sa tarification. À l'époque, on pouvait emporter une valise comme celle-ci, sans frais supplémentaires. Et là, on est passé à cette taille de valise ou à ce genre de sac qu'on peut emporter gratuitement. Toutes les autres options sont payantes. Sac totalement collector, TSR, effectivement. Parce que effectivement, si on ne réserve pas la bonne taille ou le bon poids, eh bien, on peut avoir de très mauvaises surprises au niveau du prix final. Oui, c'est ce qu'avaient constaté nos collègues du téléjournal. Regardez cet extrait. Bonjour, j'ai pas payé pour mon bagage au moment de l'achat du billet. Combien ça coûte pour pouvoir embarquer avec le bagage cabine ? 60 francs, quelle que soit la destination, le poids, etc. En quelques minutes, notre billet passe de 78 à 138 francs. Sollicitée, la compagnie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Cette opération reste très lucrative pour les entreprises qui ont engrangé 28 milliards de francs grâce aux bagages en 2019. Mais pour ce consultant en aéronautique, l'objectif est tout autre. L'intérêt pour les compagnies low cost de rendre ces bagages payants, c'est d'apparaître en premier sur les sites comparatifs. Et donc d'avoir le plus d'options payantes et donc un prix de base qui est le plus bas possible. Elisa, vous avez expérimenté ce système en réservant un vol Genève-Porto, et alors, c'est délirant. Alors, juste après avoir sélectionné les vols, vous avez déjà le choix de rester avec votre petit bagage à main inclus, ou alors vous avez 2 options. Donc 2 packs, le standard plus qui inclut un grand bagage à main, le speedy boarding et un siège avec plus d'espace, ou le pack essentiel comprenant un bagage en soute et la possibilité de choisir l'emplacement de votre siège. Oui, jusque-là, ça va.
Oui, mais attendez. Vous pouvez aussi réserver un bagage en soute de 15, 23 ou plus de kilos, sans choisir l'emplacement du siège, ou un grand bagage à main sans speedyboarding, ou encore réserver un siège avec plus d'espace qui inclut aussi un grand bagage à main. Oui, voilà. Alors là, on décroche complètement. Ouais. Tout à fait. Donc, pour y voir plus clair, j'ai dû finalement tout noter sur un tableau Excel, c'est dire. Oui, ce qui n'est pas évidemment optimal quand on est en train de réserver un vol. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de votre comparaison? Alors, si l'emplacement du siège pendant le vol n'est pas très important pour vous, il vaut mieux éviter de prendre les packs qui sont proposés au début de la réservation. Dans ce cas, donc dans le vol Genève-Porto, le fait de prendre juste l'option bagage en soute pourrait coûter 30 francs de moins qu'avec le pack essentiel. Oui, mais là où l'équation se complique encore, c'est qu'en fait, les tarifs pour les bagages ne sont pas fixes. Et ouais, le prix des bagages est devenu dynamique, c'est-à-dire qu'il dépend de votre destination et du moment où vous faites la réservation. Avec mon voyage test, j'ai observé les prix à 3 reprises sur plusieurs semaines. Pour les vols, les tarifs ont augmenté de 24%, mais le prix des bagages, lui, a baissé en moyenne de 25%. Mais est-ce que ça veut dire que si on réserve son vol bien en avance et puis que par contre on réserve les places, enfin les poids pour ses bagages tard, on va payer moins cher au final? Alors dans ce cas, oui, j'aurais pu économiser 12% sur le prix total du vol, mais c'est impossible de savoir si ça fonctionne toujours dans ce sens parce que la compagnie n'a pas souhaité m'expliquer les logiques de fixation des prix. EasyJet m'a seulement répondu que cette politique tarifaire a pour but d'améliorer la ponctualité et l'expérience embarquement. Donc on résume, ce n'est pas transparent, c'est pas vraiment intuitif. En fait, la seule leçon que l'on peut tirer de ça, c'est que quand on compare le prix des vols entre différentes compagnies aériennes, il faut vraiment bien sous-peser le facteur bagage. C'est ça, il faut comparer avec ce facteur. Sinon, il y a encore le système D avec des conseils assez originaux qu'on trouve sur Internet, comme l'option de porter plusieurs couches de vêtements. Ça donne un look un peu étrange, mais ça a permis à cette femme, en tout cas, de ne pas payer de supplément pour son bagage trop lourd. Il faut vouloir quand même. Hein. Ouais. C'est ça. Ou alors, il y a l'option de porter un gilet ou un pantalon multipoche pour y mettre le plus d'affaires possible à l'intérieur, comme le genre de modèle que vous voyez là. Ça ne doit pas être super confortable quand même une fois qu'on est assis dans l'avion. On va rester dans le secteur textile avec des vêtements un peu plus normaux. Alors on le sait, c'est un secteur qui est en pleine mutation, si bien qu'il y a des marques cultes pour des générations de clients, de clientes qui sont en train de fermer les unes après les autres. Oui, et depuis 3-4 mois, c'est vraiment frappant. Il y a eu Fogel & Shoes qui a fait faillite, les boutiques Camailleux qui ont fermé, mais aussi San Marina, la marque de chaussures, ou Cop Copine, une marque d'habits française. C'est pas fini, il y a celles qui sont en redressement judiciaire, comme Koukaï, André ou une partie des Galeries Lafayette. On se rappelle aussi de Bata qui a disparu en Suisse en 2016, Yendi en 2017, ou encore Pimki qui avait fermé ses magasins en 2021, juste avant Noël, en laissant ses employés sur le carreau. Ouais, une véritable hécatombe, donc, qui s'expliquerait essentiellement par 2 facteurs, selon Nicolas Inglard, spécialiste du commerce de détail. On l'écoute. Cette hécatombe, on peut dire de manière simple qu'elle est due à 2 choses. À la période Covid d'abord, elle les a affectés, elle les a mis à mal. Et puis la deuxième, c'est plus un problème de fond, c'est la concurrence du e-commerce et des nouvelles habitudes de consommation des consommateurs qui font qu'ils vont moins en magasin. Dans le prêt-à-porter, donc il y a le milieu de gamme H&M et Zara, ces 2 boutiques, elles ne sont pas très affectées par tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, alors ce qui est clair, c'est que ces enseignes, c'est des locomotives pour le commerce. Donc un centre commercial, un centre-ville, quand il veut dynamiser son emplacement, mais en fait il propose, c'est lui qui va aller chercher ces enseignes parce que c'est elle qui amène aussi du trafic. Et donc ces enseignes, elles bénéficient aussi de conditions d'accès au loyer qui sont quand même inégalables. Et donc ça augmente leur compétitivité, leur performance et leur durabilité sur le marché. Et Zara qui vient d'ailleurs de publier des résultats records. Elisa, ça veut quand même dire moins de choix de magasins au centre-ville et peut-être une évolution des traditionnels virées shopping. Oui, ajoutez à ça un pouvoir d'achat qui diminue. On se retrouvera peut-être avec des week-ends un peu moins axés sur la consommation ou de manière un peu plus ciblée dans des boutiques spécialisées ou des magasins de seconde main qui, elles, profitent de ces nouvelles habitudes de consommation. Oui, ou alors simplement avec plus d'achats en ligne. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. À propos d'en ligne, justement, cette annonce qui a été publiée tout récemment et qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux. Donc, c'est une campagne de recrutement du magasin Lidl. Lancez votre carrière en tant que trainee, ça veut dire stagiaire, mais on peut lire ça autrement. Oui, évidemment, en français, en tant que traîné, c'est pas très engageant. Pas très flatteur, ouais. En fait, la publicité s'est retrouvée sur les réseaux suisses et français après avoir été officiellement diffusée en
en Belgique. Sur Twitter, la branche belge de Lidl s'est excusée pour la confusion et a modifié le texte en expliquant que ce terme était régulièrement utilisé en Belgique. La branche suisse de Lidl m'a indiqué que le mot trainee était bien employé, mais seulement dans des contextes anglais pour éviter tout malentendu. Et oui, et là, malentendu, il y a eu. Pour terminer, vous allez nous parler de pains qui ne tiennent pas leurs promesses. Oui, c'est ce qui fait suite. Donc ça fait suite au contrôle de 9000 pains par les autorités dans des boulangeries et des stations-service. Il est apparu que 11% d'entre eux sont plus légers que ce qui est indiqué sur l'emballage. Et ces résultats, des résultats quasi identiques, avaient été observés il y a déjà 10 ans. Alors, un problème il y a 10 ans, toujours le même à peu près aujourd'hui. Comment réagit la branche? Alors, c'est un résultat étonnant pour l'Association suisse des boulangers-confiseurs qui admet qu'il y a un potentiel d'amélioration. Elle s'engage à mettre l'accent sur ce point dans les formations continues et dans le journal de l'association. Du poids des bagages aux pains qui ne font pas le poids, c'était votre regard sur l'actualité conso. Merci Elisa. À bientôt.